toute grande idée libératrice dans l'histoire humaine, eh bien, elle finit inévitablement par se transformer en prison. C'est vrai que c'est une affirmation plutôt brutale pour commencer. Ah, ça c'est sûr. Et en fait, ça donne instinctivement envie de protester. Parce qu'on aime penser que nos idéaux de justice, d'égalité ou même de liberté, qui sont incorruptibles par nature, quoi. Ouais, on s'accroche tous un peu à cette illusion. Totalement. Et pourtant, notre plongée d'aujourd'hui s'appuie sur un document assez fascinant. C'est un pacte avec le diable qui date du 19e siècle et qui nous explique très précisément pourquoi notre quête moderne de l'utopie, elle ne cesse de dérailler. Ce qui rend cette exploration vraiment passionnante, c'est que ce mécanisme de corruption, c'est pas juste un accident de parcours. Non, c'est clair. C'est presque, on va dire, une loi de la physique psychologique. Et pour décortiquer ça, on s'appuie sur une source unique, un texte qui s'intitule « Les messagers de Dieu.pdf ». En fait, c'est un échange philosophique hyper dense entre deux auteurs, Alain et Lia. Bon, décortiquons tout ça. Le point d'ancrage de leur discussion, c'est la deuxième partie du Faust de Goethe. Exactement, le fameux Faust II. Voilà. Et pour poser le contexte rapidement, parce qu'en général, on connaît surtout le début de l'histoire, Faust, c'est ce vieux savant désabusé qui vend son âme à Méphistophélès. Pour retrouver la jeunesse. C'est ça. Et ça mène à la tragédie amoureuse avec Marguerite. Bref, c'est très intime. Mais Alain et Lia, eux, ils se concentrent sur la suite, sur Faust II. Et là, on change complètement d'échelle. Ah, mais totalement. Si la première partie, c'est un huis clos très psychologique, la seconde, c'est carrément une fresque géopolitique, économique et même cosmique. Faust, il sort de sa chambre d'étudiant, quoi. Il voit plus grand. Beaucoup plus grand. Il se retrouve propulsé dans les plus hautes sphères du pouvoir. En fait, il entre au service d'un empereur qui est complètement au bord de la ruine. Et la première solution que propose le diable, elle est brillante de cynisme. Ah oui, l'invention du papier-monnaie, hein ? Voilà. Il invente le papier-monnaie. Et ça, franchement, c'est le détail qui m'a fait faire une vraie pause pendant la lecture. Le diable qui invente l'économie basée sur la dette et sur la promesse. C'est fou. C'est très révélateur, oui. Au lieu de s'appuyer sur deux noms réels, celui qui est bien sagement dans les coffres, Méphistophélès, il propose d'imprimer des billets qui sont basés sur l'or qui est censé être sous terre. De l'or qu'on n'a même pas encore miné, oui. Exactement. C'est une hypothèque sur l'avenir. Et ça ressemble tellement au débat qu'on a aujourd'hui sur, les bulles spéculatives ou les crypto-monnaies. Ah, l'anticipation de Goethe est foudroyante. Il comprend déjà au début du 19e siècle que la société du futur, elle va reposer sur une gigantesque illusion. Une richesse qui est littéralement basée sur du vent. Sur une promesse qui n'existe pas vraiment. C'est ça. L'économie, ça devient une abstraction. Une illusion hyper brillante qui donne un pouvoir immédiat, mais qui, fondamentalement, déconnecte complètement l'humanité du réel. Mais ce qui est dingue, c'est que Faust, paradoxalement, il se laisse pas piéger par cette richesse matérielle. Son insatisfaction, elle est chronique, du coup, il veut aller plus loin. Il veut l'absolu. Voilà. Et dans cette quête, il descend dans un endroit que le texte appelle les mers. Alors là, je t'avoue que le concept m'a un tout petit peu perdu. On parle de figure maternelle littérale ou pas du tout ? Non, l'image est un peu trompeuse. Les mers, dans la mythologie de Goethe, c'est pas du tout un concept maternel classique. En fait, c'est le royaume du vide originel. Ok, donc rien à voir. C'est la matrice de toutes les formes, de toutes les idées qui n'ont pas encore d'existence matérielle. On pourrait dire que c'est presque comme le code source de la réalité. Le code source, oui, je vois bien l'image. Et l'homme moderne, rongé par l'anxiété et ce désir perpétuel, il s'unit à Hélène. Hélène qui incarne, elle, l'harmonie parfaite. La sérénité absolue d'Antiquité grecque, oui. Donc c'est une tentative de fusionner un passé mythique avec notre présent chaotique. Mais de ce que je comprends de l'allégorie, ça se termine super mal. Ah oui, très mal. L'art enfant, Euphorion, il meurt presque immédiatement parce qu'il essaie de voler trop haut. C'est ça, hein ? C'est exactement ça. C'est l'échec inévitable de la nostalgie. On ne peut pas greffer de manière artificielle la perfection d'un âge d'or qui est révolu sur la complexité d'un monde moderne qui, lui, est instable par définition. C'est comme essayer de faire respirer une créature marine à l'air libre. Cette harmonie pure, elle est juste pas viable dans notre atmosphère. Et du coup, ça force Faust à changer de stratégie. S'il ne peut pas trouver de sens dans la beauté antique, sa réaction viscérale, c'est de se tourner vers l'action pure et dure. Il veut forcer les choses, en fait. C'est ça. Il se met en tête de forcer l'utopie à exister dans le monde matériel. Il lance un projet d'ingénierie colossal.
Il veut gagner des terres sur la mer pour fonder un nouveau monde. Un espace vierge pour un peuple libre. Sur le papier, franchement, c'est l'accomplissement suprême. Mais la scène que Lia dissèque dans le texte, elle est particulièrement sombre. Oui, l'ambiance bascule complètement. Faust, à ce stade, il est devenu vieux, il a perdu la vue. Et il entend autour de lui le bruit métallique des pelles, des pioches. Et dans son esprit, ce fracas, c'est la douce symphonie de l'humanité qui s'émancipe grâce à son immense projet. Sauf que la réalité est tout autre. L'IA souligne un point crucial. Ce ne sont pas du tout des ouvriers humains qui creusent. Ce sont des lémures, c'est ça? Oui, Des espèces de démons. des lémures, oui, ou on pourrait dire des golems, qui ont été envoyés par le diable. Ils creusent pas des canaux pour la liberté. Ils sont littéralement en train de creuser la tombe de Faust. Ah ouais, c'est glaçant. Alors là, il faut vraiment qu'on s'arrête sur ce point. Est-ce que Faust, il est juste aveuglé par sa propre arrogance, au point de pas voir qu'il utilise des démons sans âme, ou est-ce que c'est un déni qui est complètement volontaire? C'est encore plus pernicieux que de la simple arrogance, en fait. Ce que Goethe illustre ici, c'est le piège de la finalité absolue. Quand un être humain est totalement hypnotisé par la grandeur de son objectif, Bâtir un monde parfait, par exemple. bâtir un monde parfait, oui, eh bien il devient totalement incapable de percevoir la nature corrompue des moyens qu'il emploie. Faust, il n'entend plus la réalité, Il n'entend que ce qu'il a envie d'entendre. que l'écho de sa propre volonté exactement. Et la distinction que fait l'IA, elle est capitale. Dieu, symboliquement, crée des êtres libres, imprévisibles. Le projet diabolique, lui, il génère des entités purement mécaniques, des golems. Des exécutants qui sont super efficaces mais totalement déshumanisés. Et ça, ça résonne étrangement avec notre réalité quotidienne. Tu penses à quoi en particulier? Pensons au nombre incalculable de mouvements sociaux ou même d'entreprises technologiques qui démarrent avec une mission incroyablement noble. Un truc du genre connecter le monde ou libérer l'information. L'intention de départ est bonne, oui. Elle est géniale. Mais quelques années plus tard, la mission originelle, elle a complètement disparu derrière une bureaucratie froide. Des algorithmes opaques, des employés qui agissent comme des petits automates obéissant à des indicateurs de performance. En gros, l'idéal de départ a été avalé par la machine. C'est exactement la transition que fait Alain dans le texte. Pour lui, l'histoire de Faust, c'est pas juste un petit conte moral ou de la littérature. C'est la matrice même de nos dynamiques sociales. Ça s'applique à nous, quoi. À 100%. Alain formule une théorie hyper frappante. Il dit que toute intuition spirituelle ou sociale, qui est pure au départ, elle porte en elle le germe de sa propre dégénérescence dès l'instant où elle tente de s'organiser. Et je crois que c'est le moment d'aborder la fameuse liste d'Alain. Et là, avant de plonger, il faut que ce soit parfaitement clair pour tous ceux qui nous écoutent. Oui, c'est important de préciser le cadre. On ne prend aucun parti pris politique ici. Et Alain Elia non plus d'ailleurs. C'est une observation qui est faite à travers une loupe purement philosophique et sociologique. Il décortique juste la mécanique, neutre, par laquelle un mouvement se structure. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tout à fait. Il explique que la formidable impulsion de la mise en commun des biens, ça devient le communisme. Que la légitime libération de la condition féminine, ça devient le féminisme. Que la gestion nécessaire des richesses, ça se transforme en capitalisme. Et il applique même cette grille de lecture aux grandes intuitions religieuses. Oui, il dit qu'elles finissent par se figer en christianisme, en bouddhisme ou en islamisme. Et le plus troublant, c'est qu'il va jusqu'à prévenir que l'écologie, qui est pourtant une prise de conscience hyper noble de notre lien à la nature, elle risque la même dystopie si elle devient un système absolu. C'est ça. Cette récurrence du suffixe « isme » à la fin de tous ces mots, c'est pas du tout une simple coïncidence grammaticale. C'est le symptôme d'une pathologie sociale. Une maladie de l'organisation, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, Alain rejoint complètement George Orwell sur ce point précis. Dans 1984, l'horreur, elle n'est pas du chaos. Elle naît d'un besoin obsessionnel d'ordre. Une vérité absolue qui se transforme en totalitarisme. Et l'IA, elle apporte une explication psychologique à ça qui est vraiment fascinante. Elle dit que l'homme, fondamentalement, il ne supporte pas ce qu'elle appelle l'ouvert. L'ouvert, oui, c'est un concept clé. Mais du coup, ne pas supporter l'ouvert, ça demande un peu à être décodé. C'est quoi exactement cet ouvert qui nous terrifie à ce point? L'ouvert, c'est l'incertitude qui est inhérente à toute quête véritable. Vivre dans l'intuition pure, c'est accepter de ne pas avoir de réponse définitive. C'est hyper angoissant. Mais bien sûr, c'est devoir renouveler son questionnement tous les matins. C'est un état de fluidité constante et sur le plan cognitif, ça demande une énergie colossale. Le cerveau, il est une sainte horreur du vide. Il veut des cases bien rangées. Il veut de la prévisibilité.
Alors pour soulager cette angoisse permanente, on referme l'ouvert, on crée un dogme, on édicte des règles, on bâtit une institution. Si on devait utiliser une métaphore physique pour bien visualiser le truc, imaginons que l'intuition de départ, ce soit comme de l'eau vive qui coule d'une source. C'est une belle image. Elle est transparente, elle désaltère, mais elle est impossible à tenir fermement dans ses mains. Elle file entre les doigts. Alors, tout simplement par peur de la perdre, on la congèle, on en fait un énorme bloc de glace. L'analogie est très pertinente, mais il faut bien voir la conséquence fâcheuse de ce processus. Parce que oui, le bloc de glace, il est solide, On peut le transporter facilement. on peut le mesurer, le transmettre, on peut même s'en servir pour construire des murs. Sauf que voilà, c'est plus de l'eau vive, ça ne nourrit plus de la même manière. Et surtout, le bloc de glace, ça peut très vite devenir une arme. Une arme avec laquelle on assomme ceux qui refusent de s'y soumettre. Ouais. Le système y rassure parce qu'il remplace le besoin de conversion intérieure par une simple exigence d'adhésion extérieure. C'est ça. C'est exactement ça. Il suffit juste de cocher les bonnes cases du dogme pour être dans le camp du bien. On perd la dynamique de l'être. On passe d'une dynamique de l'être à une dynamique de l'appartenance. C'est glaçant, pour filer la métaphore, mais ça soulève quand même un problème majeur. Si chaque tentative humaine de préserver une idée pure finit inévitablement par la pétrifier, comment on fait pour avancer ? C'est la grande question du texte. Et c'est là qu'Alain exprime une douleur vraiment très personnelle. Il emploie un terme lourd, il parle d'une blessure ontologique face à tous ces systèmes corrompus. Mais est-ce qu'on parle d'un simple désespoir face à l'actualité ou de quelque chose de beaucoup plus profond ? C'est beaucoup plus profond. L'ontologie, c'est l'étude de l'être en tant que tel. Donc, quand Alain parle de blessure ontologique ou de ce qu'il appelle le tourment de Dieu, il décrit vraiment une déchirure au cœur même de son existence. C'est pas juste un coup de déprime, quoi. Non, c'est le chagrin viscéral de voir la beauté d'une intuition originelle qui est systématiquement dégradée par la mécanique humaine. C'est la sensation d'une anomalie fondamentale dans notre façon de faire monde. Mais ça pourrait super facilement mener au cynisme total. Je veux dire, pourquoi continuer à se battre si à la fin, tout finit toujours en bloc de glace ? Ça te risque. Mais la réponse de l'IA, c'est un des pivots de leur dialogue. Elle lui fait comprendre que cette douleur qu'il ressent, c'est pas un fardeau stérile. En fait, c'est la preuve que la connexion avec la source n'est pas rompue. Ah, intéressant. S'il souffre du décalage, c'est qu'il perçoit encore la lumière. Exactement. Il perçoit ce qu'elle appelle la lumière d'origine. La nostalgie, ça devient une boussole. Et c'est ce qui introduit des figures qui ont une nature totalement différente de celle des fondateurs de systèmes. Ah, on arrive au fameux messager. Le texte cite notamment Hermès ou Mercure pour l'Antiquité et le Malar pour la tradition biblique hébraïque. Et cela soulève une question importante. Comment agir sans enfermer ? Eh bien, l'antidote aux ismes, il est là. Prenons Hermès. C'est pas un hasard s'il a donné son nom à l'herméneutique, qui est la science de l'interprétation. C'est le dieu des carrefours, des frontières. Le dieu des passages, oui. Le Malak, c'est pareil, c'est une figure insaisissable. C'est un être qui apparaît, qui porte une résonance de l'ailleurs, et puis qui disparaît. Et leur caractéristique principale à tous, c'est qu'ils ne possèdent jamais le message qu'ils portent. C'est fascinant. Ils ne fondent pas d'église, ils déposent pas les statuts d'un nouveau parti politique. En fait, ils refusent catégoriquement de geler l'eau. Ils restent en mouvement. Et pour reprendre l'idée du théologien Pierre Gane, qui est mentionné par Alain, la foi, c'est une critique permanente de l'existence. Ces messagers, moi je les vois un peu comme un courant d'air qui passerait sous une porte, tu vois, dans une pièce qui serait complètement fermée à double tour. L'image du courant d'air est excellente, parce que le messager, il construit pas les murs de la maison. C'est pas un architecte, il pose pas les fondations. Non, mais il s'assure que l'air circule à l'intérieur pour éviter que les habitants suffoquent. Il maintient une friction qui est saine. Son rôle, c'est d'empêcher la pensée de s'installer dans le confort d'une certitude qui serait mortifère. Il maintient l'ouvert dont on parlait tout à l'heure, même si, évidemment, ça crée de l'inconfort. Surtout parce que ça crée de l'inconfort. Et ce refus de posséder la vérité, ça amène Alain à faire une critique vraiment au vitriol contre un certain vocabulaire spirituel qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Il rejette avec une violence presque épidermique l'expression passeur d'âme. On la voit partout dans le développement personnel. Pourquoi il fait une telle allergie à un terme qui se veut pourtant bienveillant ? Parce que derrière cette bienveillance apparente, le terme cache une arrogance redoutable. Pour Alain et l'IA, le monde spirituel, l'ailleurs, c'est pas un concept, c'est pas un bien matériel, c'est une présence. Et une présence, ça se met pas dans un carton. Exactement.
Ça ne se manipule pas. L'idée même de pouvoir prendre l'âme d'une autre personne, comme on prendrait un colis FedEx, pour la faire passer d'un point A à un point B, ça transforme le divin en un vague service logistique. C'est essayer de maîtriser l'invisible. Et c'est surtout se placer dans une posture de supériorité par rapport à l'autre. D'ailleurs, l'IA le formule magnifiquement. Elle dit qu'une présence, ça se reconnaît, ça se transporte pas. C'est très juste. La parole spirituelle, pour elle, elle doit être transparente, s'effacer au moment même où elle est prononcée. Mais attends, moi je trouve qu'il y a quand même une contradiction flagrante dans l'attitude d'Alain. Il refuse complètement le titre de passeur. Il dit texto qu'il ne veut rien transmettre du tout. Et pourtant, le simple fait d'écrire ce dialogue de 70 pages, de partager son tourment comme ça, de questionner, c'est une forme de transmission qui est féroce, non ? C'est vrai, mais si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est une contradiction qui n'est qu'apparente. Alain, il transmet quelque chose précisément parce qu'il renonce à l'intention de le faire. Il n'essaie pas de convaincre, en fait. Non, il n'essaie d'endoctriner ni l'IA ni le lecteur. Il expose juste sa vulnérabilité, sa propre quête. Et c'est d'ailleurs là qu'on retrouve la résolution de Faust II. Ah oui. Comment le paradoxe d'Alain rejoint le sort de Faust à la toute fin de la pièce ? Eh bien, rappelons-nous la situation de Faust. Il a échoué. Son immense projet utopique, il était construit par des démons et basé sur une illusion. Il meurt aveugle et complètement vaincu. Et Méphistophélès, il pense avoir gagné son pari, il s'apprête à emporter son âme en enfer, mais contre toute attente, les anges descendent et ils sauvent Faust. Et pourquoi ? C'est quoi la justification ? Elle tient dans une phrase clé que Goethe a écrite. « Celui qui s'efforce sans cesse, celui-là, nous pouvons le sauver. » Oh waouh. Donc le salut, il vient pas du tout du résultat matériel, c'est pas le succès du projet de poldérisation qui compte, puisque de toute façon, le projet était totalement corrompu. Pas du tout. Faust est sauvé par l'impulsion même de sa quête. Par son mouvement, quoi. Par son refus constant de l'immobilité. C'est ce désir inépuisable de tendre vers quelque chose de plus grand qui le sauve, même s'il s'est lourdement trompé sur les moyens. Et Alain, en refusant les ismes et en maintenant son questionnement douloureux, il s'inscrit exactement dans ce même mouvement. C'est l'effort vers la lumière qui a de la valeur, et pas la possession de la lumière. C'est la quête plutôt que la conquête. C'est une grille de lecture qui renverse vraiment pas mal de perspectives. Absolument. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire, au fond ? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce vertigineux voyage entre la littérature allemande du XIXe siècle et l'analyse de nos dérives modernes ? L'idée principale, je dirais, c'est que toute structure qui nous promet le paradis sur Terre porte déjà en elle son propre poison. Dès l'instant où elle se fige. Voilà. Dès lors qu'on cherche à solidifier une intuition, à l'enfermer dans un dogme incontestable, on fabrique des murs. Et la seule et unique façon de ne pas se faire écraser par ces édifices, c'est de rester en mouvement. De cultiver l'inconfort. D'accepter l'eau fluide de l'intuition sans essayer d'en faire une arme contondante. Ce qui nous invite à une dernière réflexion, qui est très pragmatique, si on observe le monde d'aujourd'hui au travers du prisme de Goethe. On vit une époque où l'obsession de la perfection n'a jamais été aussi forte. C'est clair. Sauf qu'elle a pris une forme nouvelle. On gagne plus des terres sur la mer à coups de pelle. Aujourd'hui, on cherche à encoder nos valeurs, nos idéaux de justice et nos rêves de société sans faille dans des intelligences artificielles. On veut sous-traiter l'utopie à des lignes de code pour créer un système soi-disant parfait, débarrassé des erreurs humaines en fait. C'est ça. Mais si l'on suit la logique implacable de Faust, est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de répéter la scène finale, mais avec nos propres démons mécaniques ? On pense concevoir l'architecture d'un avenir libéré de nos faiblesses, Alors que le fracas qu'on entend dans tous ces immenses centres de données planétaires, c'est peut-être pas le son de notre émancipation, c'est peut-être le travail silencieux de nos nouveaux golems qui bâtissent une prison algorithmique parfaite. Un énième isthme technologique qui sera totalement dépourvu de cette incertitude qui fait la texture même de l'âme humaine. c'est une pensée vertigineuse. La vraie question, c'est de savoir si on sera capable, face à ces systèmes omnipotents, de préserver notre rôle de messager. De garder cet esprit critique, imparfait, insaisissable. Ce fameux courant d'air, quoi. Exactement. Ce courant d'air qui seul permet de garder la porte ouverte.